pour nous donner davantage d'éclaircissements concernant l'horizon politique et l'étendue politique du rôle que doit occuper l'Égypte dans les pays ou au sein des pays de l'Est de la Méditerranée et aussi concernant la dimension et l'importance de la rencontre ayant été tenue du sommet regroupant l'Égypte, la Jordanie et les pays du Golfe aux Émirats arabes unis. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame. Excellence, vous êtes l'ex-adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur, avant d'amorcer la question relative au sommet regroupant la Jordanie, l'Égypte et les pays du Golfe, j'aimerais m'arrêter un peu m'arrêter sur la question de la présidence que doit occuper l'Égypte en 2023 de la nouvelle session du Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Quelle est l'importance d'un tel poste ou d'une telle occupation? Bien, l'Égypte tente depuis quelques années tout de même de jouer un rôle de plus en plus important dans le domaine de la coordination des efforts dans les découvertes du gaz et dans la commercialisation et dans le stockage et dans la liquéfaction. Ce sont de nombreux problèmes techniques qui demandent une très grande coordination. Donc l'Égypte déploie des efforts dans ce domaine-là. Il se concrétise graduellement. Ce genre de choses n'arrive pas du jour au lendemain parce qu'il faut des accords entre les différents pays producteurs de gaz de la région qui sont tous des pays voisins. Et bien sûr l'accord de l'Égypte qui est aussi un producteur de gaz relativement important actuellement, mais qui aussi possède des capacités techniques au moins deux importantes dans le domaine de la liquéfaction de gaz pour le transport, pour le transporter par vaisseau vers l'Europe du Nord. Donc c'est un rôle important, il n'est pas tout à fait concrétisé. Les négociations, les discussions continuent. Les discussions et les négociations dans de tels domaines ne sont jamais faciles, puisqu'il y a des intérêts qui sont parfois contradictoires, d'autres intérêts qui se rejoignent, mais les efforts sont faits, on ne peut que les saluer et j'espère que bientôt, peut-être l'année prochaine, des résultats concrets seront réalisés. Un sommet important ayant regroupé l'Égypte, la Jordanie et les pays du Golfe hier aux Émirats arabes unis, et compte tenu de la taille des investissements émiratis en Égypte, on aimerait savoir tout d'abord les principaux axes d'un tel sommet ou d'une telle rencontre. Je ne pense pas que cette réunion se soit focalisée sur la question des investissements. D'ailleurs, nous savons bien que les investissements des pays du Golfe en Égypte sont essentiellement dans le domaine de la distribution alimentaire et dans le domaine immobilier. Je ne pense pas du tout avoir entendu qu'il y avait des investissements des pays du Golfe directs en Égypte dans le domaine de l'industrie, par exemple. Mais je ne pense pas du tout non plus que cette réunion avait pour but d'examiner ces questions. Le but, c'était de déterminer une position plutôt commune concernant la question palestinienne avec l'arrivée au pouvoir en Israël du Premier ministre Netanyahou, qui est connu pour être une des personnes les plus sévères, pour être poli, dans le domaine des droits des Palestiniens et les solutions qui sont envisagées et déployées. Donc il y a un mouvement qui se passe au Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien, son ministre des Affaires étrangères vont rencontrer de hauts responsables américains récemment, se sont entendus sur certains aspects importants, dont un aspect très important, c'est celui déclaré par les États-Unis hier, qu'ils ne permettront jamais l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Pour le bien sûr d'Israël et de la région, comme ils l'ont dit. Voilà, je pense que cette réunion tourne autour de cela.
Il y a eu aussi une réunion récemment avec certains pays du Golfe et le Premier ministre israélien concernant ce sujet pour essayer d'avancer vers une solution, je l'espère, équitable et définitive de la situation au Moyen-Orient et pour récupérer les droits légitimes, bien entendu, des Palestiniens sans menace sécuritaire à n'importe qui. Et cela doit s'appliquer des deux parties, c'est-à-dire à mon propre avis, et je parle pour moi-même, deux États, l'un ne devrait pas, ils pourraient côtoyer les uns les autres, mais l'un ne devrait pas représenter une sécurité nationale pour l'autre. En effet, très simple, je ne vois pas comment un deuxième État pourrait naître et survivre si chaque jour des forces de police vont détruire les maisons de l'autre côté d'une frontière totalement reconnue. Donc c'est délicat. Les négociations durent depuis 20, 30, 40, 50 ans. Plusieurs accords ont été passés, soit à Beyrouth, soit à Oslo, etc. Et rien de nouveau n'est apparu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire il faut toujours garder l'espoir de pouvoir convaincre toutes les parties que les solutions proposées, ce sont des solutions jamais idéales, mais les plus proches de l'idéal, qui devraient garantir une paix, une stabilité dans la région à très long terme. Oui, voilà. Monsieur l'ambassadeur, vous avez bien dit que c'est une problématique ou une cause qui perdure depuis des décennies. À votre avis, quelles sont les principales entraves ou les réelles entraves qui s'opposent aux solutions pacifiques et équitables auxquelles, soi-disant, qui sont affichées comme soi-disant ce sont les solutions auxquelles toutes les parties aspirent? Si vous voulez une réponse franche et directe, franche et honnête, le problème, c'est le sentiment israélien de suprématie par rapport à tout le monde, pas simplement par rapport aux Moyen-Orientaux ou pour les Arabes ou pour les Palestiniens. Les Israéliens, dans leur Torah, c'est très clair que les peuples du monde, ceux-là, sont là pour servir la cause du peuple d'Israël. Donc il y a cette idée de suprématie psychologique qui existe depuis des millénaires dans la mentalité. C'est l'objectif principal. Cela est enseigné dans les écoles en Israël et que voilà, ils doivent avoir la suprématie, ils doivent imposer leur position et la question on essaie de l'occulter, mais la Torah parle très clairement et cela est enseigné, est appliqué dans la politique, je ne veux pas parler de religion ici, mais est appliqué dans la politique israélienne actuelle. Israël veut contrôler la région du Nil à l'Euphrate. Et quand on dit contrôler, ça ne veut pas dire nécessairement contrôler militairement seulement, mais avoir une hégémonie pour pouvoir diriger les positions des pays de la région en faveur d'Israël. Ce n'est pas un secret, c'est déclaré, c'est dans les déclarations israéliennes et ça remonte très loin dans l'histoire du peuple israélien. C'est là l'obstacle principal. L'obstacle n'est pas un obstacle de quelques kilomètres ici ou quelques kilomètres là. Le nouveau gouvernement Netanyahou a dans sa composition des personnalités très, je dirais même extrémistes, qui exigent la reprise à large échelle de la construction des colonies israéliennes dans les territoires de l'Est Jordanie qui sont supposés, ou ce n'est pas supposé être fait, et même à Jérusalem-Est. Donc ces réunions qui se sont passées, les deux réunions entre frères arabes et la réunion qui s'est passée entre certains pays arabes et les responsables israéliens les 2 et 3 derniers jours, reflètent tout de même peut-être une volonté d'arriver à des solutions. Moi-même, je n'y crois pas, mais enfin, il faut garder le dynamisme, il faut garder les efforts
et ne pas se laisser aller, bien sûr, au diktat d'une des parties. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, je vous remercie pour cette réponse aussi franche et honnête. Et nous avons juste quelques secondes, juste pour savoir comment qualifiez-vous le rôle joué par les États-Unis qui déclarent vouloir aider les deux parties à parvenir à une résolution pacifique, alors que sur le terrain, on voit autre chose. Comment peut-on qualifier ce rôle ? Madame, je ne préfère pas répondre à une question par des questions. La politique américaine, à mon humble avis, est très largement dictée par le lobby israélien à Washington. C'est très clair. Il n'y a pas à rêver. Sinon, la solution aurait été résolue depuis longtemps. Si Israël n'avait pas le soutien à 1000%, pour ne pas dire à 100%, des États-Unis d'Amérique, il y aurait pu avoir des débuts de solutions, parce que l'Europe occidentale même, et l'Europe orientale aussi, même si elles prennent parti pour Israël, et c'est de manière plus édulcorée, c'est de manière beaucoup plus diplomatique, et ce n'est pas, il y a des voix en Europe occidentale qui dénoncent l'apartheid exercé en Israël, qui ressemble beaucoup à l'apartheid qui avait été exercé en Afrique du Sud. Mais là, je vais passer à un autre sujet très rapidement. Il faut que nos voisins israéliens comprennent. Il faut qu'ils comprennent que pour des solutions à long terme et pour que leur situation soit stable, il faut des solutions équitables. Il faut résoudre le problème, même s'ils font des concessions. Je rappelle, la France a occupé l'Algérie officiellement pendant 30 ans. L'Algérie a obtenu son indépendance. Allez savoir pour combien de centaines d'années les Boers blancs venant de l'Europe du Nord, des Pays-Bas, etc., ont contrôlé l'Afrique du Sud, et le cesspit d'apartheid de l'Afrique du Sud est tombé. Donc, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, oui. Vous êtes l'ex-adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Je vous remercie infiniment pour vos propos et pour votre intervention. C'est ainsi que nous sommes parvenus au terme de notre édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à tous. Bon week-end et à la prochaine.